Poursuivons cette émission avec un autre thème, les inégalités face à l'éducation. En 2019, quel était le pourcentage de filles inscrites en école d'ingénieur? Je connais un lycée scientifique et on remarque qu'il n'y a qu'un quart des filles dans ce lycée. C'est dommage, hein? Un quart d'ingénieur, moi ça me dérange pas niveau filles. Ah ouais, non, c'est trop. Un quart c'est trop. Quand on est allé à l'IMT, il n'y en avait pas autant des filles. Moi je viens d'un milieu, on va dire, un peu pauvre socialement. Et j'ai beaucoup, la plupart, on va dire, ce qu'on appelle les cancres, qui ne sont pas forcément, ils sont souvent mis de côté parce qu'ils n'arrivent pas, mais c'est pas leur faute. Eux, ils sont pas aidés parce que leurs parents, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est juste qu'ils peuvent pas. On se rend pas compte, mais quand on arrive à l'ASE, on est des enfants très perturbés. Et donc c'est très difficile de rentrer dans les codes de la société. Pour ouvrir cette deuxième partie de l'émission, eh ben tiens, c'est le jour où je vous propose une autre citation. L'éducation n'est pas un privilège, c'est un droit acquis à la naissance. C'est une citation signée Ban Ki-moon, qui est l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Alors en France, quand on parle d'enseignement et d'éducation publique, on se glorifie assez souvent d'avoir un système qui offre l'égalité des chances, écrit bien en gras, comme ça. Est-ce vraiment le cas? Eh bien, quand on y regarde de plus près, on est un petit peu déçu parce que la France est l'un des pays de l'OCDE où l'origine sociale des élèves pèse le plus sur leur réussite scolaire. Autrement dit, si vous êtes issu d'une famille modeste, vous avez moins de chances de réussir à l'école. C'est ce dont nous allons parler avec nos deux invités, Nathalie Chusso et Mohamed Nassiri. Merci d'être avec nous, on vous applaudit. Nathalie Chusso, vous êtes économiste, professeur à l'Université de Lille et chercheuse, je ne sais jamais trop, chercheuse au laboratoire LEM, c'est Lille Economy Management. Absolument. Et Mohamed Nassiri, vous êtes professeur agrégé de mathématiques et président de la régionale de Lille, l'association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, et vous êtes aussi un spécialiste de l'inégalité des genres. Merci à tous les deux d'être avec nous. Alors Nathalie, je commence par vous. Est-il exact que le système éducatif français entretient les inégalités plus qu'il ne les estompe? Absolument. Ah, vous êtes absolument, radical, je suis catégorique. Vous êtes catégorique. Oui. Alors, vous l'avez dit, la France est un des pays de l'OCDE où l'origine sociale des élèves pèse le plus dans le résultat scolaire. Ça, c'est l'enquête PISA qui permet en fait de comparer au niveau international les résultats scolaires des élèves dans 3 grands domaines qui sont les mathématiques, les sciences et la compréhension de l'écrit. Et ce que l'on observe, alors on a des moyens puisqu'on connaît on a des informations sur les parents de ces élèves et donc on a une idée de leur origine, de leur milieu social et de leur environnement. Et ce que montre cette étude PISA depuis les années 2000 pour la France, puisque ça ne s'arrange pas, ça ne s'arrange pas, c'est que l'origine sociale explique pour plus de 20% la variation dans les résultats scolaires, quelle que soit la dimension, quelle que soit la discipline fondamentale que l'on considère. Et donc la France se retrouve parmi les pays où cette inégalité est la plus importante, et elle se retrouve d'ailleurs avec des pays qui ne sont beaucoup moins développés qu'elle, comme le Chili, comme l'Uruguay, ou comme la Hongrie en Europe. Voilà. Donc, mais rien à voir avec les pays limitrophes qui sont autour de nous, l'Allemagne, le Portugal, la Pologne, tous ces pays, effectivement, dans ces pays, le déterminisme social est beaucoup moindre. Et ça, c'est une idée reçue, vous l'avez très bien dit. On parle d'égalité des chances. Bah oui, c'est ce qu'on dit toujours, et ce qu'on entend du moins. C'est ce qu'on entend, et en fait, la France est avec le Royaume-Uni, l'Italie et les États-Unis, le pays où ce déterminisme social est très important. Donc là, on parle vraiment de déterminisme social. On parle de déterminisme social. Je suis né dans une famille modeste, j'ai moins de chance. Absolument. C'est-à-dire que mon niveau d'éducation va fortement dépendre du niveau d'éducation de mes parents. Voilà.
Alors, c'est incroyable parce qu'en plus de ça, excusez-moi l'expression, mais c'est un énorme gâchis parce qu'il y a plein de talents. Alors, il y a des talents partout dans les milieux modestes, hein, parce que effectivement, ça n'est pas parce que son père est peu qualifié ou est à un poste d'ouvrier que l'enfant, fille ou garçon d'ailleurs, est idiot et n'a pas les capacités d'obtenir un diplôme plus élevé et de changer de position sociale. Donc, on observe un véritable problème de mobilité sociale dans ce pays. On va y revenir et on va essayer de comprendre pourquoi il y a une autre forme d'inégalité qui existe dans le système scolaire. Elle concerne le genre. Et puis, par exemple, les filles, Mohamed, sont généralement exclues des études scientifiques ou des matières scientifiques. Et les mathématiques, l'informatique, ça, vous le constatez. Et curieusement, il y a eu un progrès, je crois, jusqu'à 2019, quelque chose comme ça. Et là, poum, on est en train de retomber. Oui, c'est ça, exactement. 2019, donc super année, parce que c'est l'année de la réforme du lycée, en fait. Et donc, comme par hasard, il semblerait que les filles fuient les mathématiques. Alors, c'est vrai que c'est assez particulier, parce que le chiffre qui ressort beaucoup, c'est celui qui est inquiétant, c'est que une fille sur deux qui faisait des mathématiques en première l'abandonne en terminale. Donc c'est catastrophique. Pour les garçons, c'est 30%, donc c'est beaucoup moins. Et donc, voilà, ça va questionner par la suite, vu qu'on va récupérer moins de filles dans les études supérieures, donc moins de femmes, et également dans les métiers scientifiques, ou de manière, oui, plus générale scientifique, pas nécessairement avec des mathématiques, mais on sait que les mathématiques sont importantes pour justement certains choix d'orientation, en tout cas, ou certaines écoles. Mais donc, entre 1994 et 2019, on avait réussi quand même à rattraper un peu le retard. On arrivait en terminale à 48%. On est passé de 40 à 48% de filles. Oui, c'est ça. Et là, on a perdu 20 ans en 3 ans. C'est ça. En fait, on est revenu quasiment, même maintenant, là, les derniers chiffres, on est même plutôt quasiment revenu 40 ans, 50 ans en arrière. Non. En termes de proportion de filles en terminale, ouais, c'est très, très grave. Pour pas dire inquiétant. Et oui, donc en termes d'inégalité, là, si on peut s'amuser à faire un ratio, faire un taux. Quand on regarde les garçons qui font un bac sciences et les filles qui font un bac sciences, on calcule le ratio. En fait, on trouve un nombre qui vaut 2,3. Alors, comment on peut le traduire, ce nombre? C'est que les garçons ont 2,3 fois plus de chances de faire un bac sciences que des filles. Et donc Mélanie Guéné, qui est la vice-présidente de la Société mathématique de France, dans un article dans The Conversation, disait que c'est la plus grande inégalité sur toute la Ve République, en fait. D'accord. Alors vous œuvrez beaucoup dans ce domaine-là. D'ailleurs, on va vous voir dans un court reportage là. On va vous voir à l'œuvre. On est allé vous filmer dans votre classe, dans l'une de vos classes, avec un jeu qui permet de sensibiliser les élèves aux inégalités de genre. On va regarder. Donc, deuxième partie du cours, on va jouer à un jeu de cartes. Donc, le jeu s'appelle Genre et inégalité. L'objectif de ce jeu, en fait, c'est de vous challenger un petit peu sur tout ce qui touche aux inégalités dans plusieurs domaines. Sur chaque carte, il y a des questions, d'accord, et il y a 4 réponses. Et alors, le gros avantage, par exemple pour ceux qui font en spécialité SES, là, ici, c'est que toutes les sources, elles sont citées à l'arrière. Donc là, vous allez voir, c'est que des statistiques institutionnelles, officielles qui sont derrière. Ok, on y va. Moi, il y a quelqu'un qui avait une idée. Ouais. On la met alors? En 2019, quel était le pourcentage de filles inscrites en école d'ingénieur? Un quart d'ingénieur, moi ça me dérange pas niveau filles. Ah ouais, donc c'est trop. Un quart, c'est trop. Quand on est allé à l'IMT, il n'y en avait pas autant de filles. En tout cas, de parler de manière statistique, pour moi c'est ça qui était important, parce que souvent même les élèves parfois disent on parle beaucoup d'inégalité, ou égalité filles-garçons, donc c'est bon, ça doit bouger ou autre. Et l'avantage de le montrer de manière statistique aux élèves, ça c'est vraiment le plus important, c'est qu'en fait on se rend compte que déjà il y a plein de trucs où ça bouge pas, et même des endroits où ça recule. En 2019, quel était le pourcentage d'hommes auteurs d'accidents mortels de la circulation en France? Ah bah ça beaucoup, ça il y a rien à reporter. 84%. 74, 64. Beaucoup plus, la plupart des accidents c'est des hommes. Non, même si on dit que les femmes sont dangereuses en volant, la plupart des accidents c'est des hommes. En fait, je me rends compte que les élèves, au bout d'un moment, la dynamique du jeu, ils s'en foutent un peu, c'est pas ça qui les intéresse, ils débattent, c'est plutôt ça. En fait, ils prennent un thème et ils se débattent sur ah oui, mais moi je pensais pas qu'il y avait autant de femmes dans tel sport, et moi je pensais pas qu'il y avait autant d'hommes dans telle catégorie en prison, enfin voilà. Et donc ça questionne vraiment, réellement, statistiquement, sur des faits de la répartition homme-femme en France, quoi. Je connais un lycée
scientifique. Donc, dans ce lycée, il n'y a que mathématiques, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, numérique, sciences de l'ingénieur, NSI et SES. Et en fait, c'est un lycée de 300 personnes et on remarque qu'il n'y a qu'un quart des filles dans ce lycée. C'est dommage, hein? Ah bah oui, c'est dommage. C'est quand même... J'aime bien les phrases de Léa comme ça. Ouais. Pourquoi les filles sont-elles exclues des études scientifiques? Est-ce qu'elles se disent c'est pas pour moi? Est-ce qu'on leur dit c'est pas pour toi? C'est quoi? C'est des stéréotypes? Elles sont pas exclues, enfin on les exclut, c'est différent. Voilà, on les exclut, c'est souvent, on parle parfois d'autocensure auprès des filles, on dit qu'elles s'autocensurent. Alors moi c'est un terme que je n'aime pas trop, c'est plutôt de la censure sociale ou de la censure sociétale intériorisée si vous voulez. Voilà, on fait comprendre aux filles, je donne un exemple tout bête, ça va peut-être parler à tout le monde, mais les jouets scientifiques pour enfants, mon premier télescope, mon premier microscope, vous regardez les boîtes, c'est souvent des garçons. Donc on fait comprendre aux petites filles à ce moment-là, les instruments scientifiques, c'est pas pour vous. Mais je pourrais prendre l'exemple dans l'autre sens, parce que là on parle des inégalités de genre en sciences, et donc on dit oui, on parle beaucoup des filles ou des femmes, mais par exemple les têtes à coiffer pour enfants, c'est souvent aussi des filles sur les boîtes de jeux. Donc là on fait comprendre à des petits garçons que la coiffure c'est un truc de fille. Donc ça c'est le stéréotype ou les préjugés. Oui, et après il y en a plein. Il y a aussi par exemple les filles n'ont pas de rôle modèle scientifique, ou alors les rôles modèles qu'elles ont, c'est des rôles modèles inaccessibles. Souvent on cite Marie Curie, exactement. On cite très souvent Marie Curie, mais Marie Curie, alors ça fait peur. Non, mais moi je suis fan de Marie Curie. Elle est incroyable, mais déjà elle est morte, donc on peut plus lui parler. Ouais, c'est vrai, c'est pas facile pour échanger. Non, mais voilà, mais en plus c'est-à-dire que si vous donnez ce rôle modèle-là aux filles ou aux femmes, vous êtes en train de dire voilà, vous avez vu, pour faire des sciences, en gros, faut être Marie Curie, donc faut avoir 2 prix Nobel. Au passage, c'est la seule personne scientifique à avoir 2 prix Nobel, hommes et femmes confondus. Et donc, les garçons n'ont pas ce problème-là d'identification parce qu'ils ont plein de rôles modèles accessibles en sciences. Et donc, elles n'ont pas assez de rôles modèles efficaces dans le sens professionnel accessible ou étudiante accessible. Et ça, c'est plus intéressant. Basé sur des stéréotypes. En grosse partie, et aussi quand on est dans un système où on favorise plus les garçons ou les hommes que les filles ou les femmes, nécessairement, on va écraser une minorité. Parce que je voulais juste rebondir rapidement sur l'histoire de la coiffure, parce que c'est important. Être une femme être en minorité quand on est une femme ou un homme, c'est pas pareil du tout. Par exemple, en coiffure, il y a 98% de femmes en coiffure. Mais si on demande aux gens de citer des noms de la coiffure, ils vont citer Franck Provost, Jean-Louis David, Jacques Desange, ils vont citer que des hommes. Donc, alors qu'ils sont que 2% en coiffure. Donc, c'est pas la même dynamique de domination qui se joue, en fait. Nathalie, je voudrais qu'on revienne aux inégalités liées aux origines sociales. Pour quelles raisons l'origine sociale d'un enfant a-t-elle un impact sur ses résultats scolaires? Quelles sont les principales raisons? Alors, la raison principale, c'est qu'en fait, naturellement, on transmet un certain nombre d'éléments à l'intérieur de la cellule familiale à ses enfants, qui sont ce que j'appellerais des prérequis culturels, c'est-à-dire des savoirs implicites, pas seulement des connaissances, mais des savoir-être, des comportements aussi, du réseau, l'accès aussi à la culture. Et ça, c'est absolument indispensable pour réussir à l'école. C'est transmis dans les familles plutôt aisées ou favorisées et dans les familles de professeurs. Les familles d'enseignants. Et d'enseignants. Bien logés. Et ça n'est pas transmis dans les familles modestes. Et surtout, ces prérequis absolument nécessaires pour réussir ne sont pas enseignés à l'école. Donc, dès le plus jeune âge, forcément, on est dans un système éducatif par ailleurs qui sélectionne. Et donc, au final, les seuls que vous allez sélectionner, c'est déjà ceux qui ont au départ les prérequis. Donc, on a un système très, très sélectif. Oui. Et pour pouvoir passer cette sélection, il faut déjà avoir les prérequis. Absolument. Si je comprends bien. Le problème n'est pas la sélection en tant que telle. Le problème est de corriger, et on y reviendra, les inégalités le plus tôt possible qui se jouent à l'intérieur de la famille. Comme on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'il existe aussi, quand l'enfant grandit, une sorte d'autocensure ou de censure sociale en se disant c'est pas pour moi ou Absolument. Alors je sais que Mohamed déteste ce mot, mais c'est vrai qu'en éducation, en économie d'éducation, on parle beaucoup d'autocensure scolaire, c'est-à-dire que les élèves de milieux plutôt modestes, plutôt défavorisés, effectivement, anticipent beaucoup moins, sont beaucoup moins ambitieux dans leurs aspirations scolaires. Mais ça, comment on le sait?
alors on fait des études, on fait des enquêtes. Il y a une étude, un test qu'on a fait dans la région, ici, dans l'Académie de Lille, et ça a été fait aussi dans l'Académie de Versailles. Donc, c'est des choses qui sont assez bien documentées. C'est-à-dire que quand on est dans une famille plutôt modeste, on vise des choses beaucoup moins élevées en termes de diplôme. Ouais. Et il y a cette espèce de frein social et qui peut être compensé justement par des rôles modèles pour montrer que des enfants justement d'origine modeste ont réussi, sont devenus astronautes, ont des carrières. Mais c'est presque dans l'inconscient. Il y a l'inconscient, et puis il y a la façon, il y a le système aussi éducatif qui continue à véhiculer, je veux dire, des représentations, qui figent plutôt les élèves dans leur milieu. Et il y a des problèmes d'orientation aussi. C'est-à-dire qu'il faut bien expliquer les métiers, bien expliquer comment on atteint ces métiers. Il faut ouvrir le champ des possibles à ces enfants, en particulier ces enfants de milieu modeste. Mais pourtant, on pourrait penser aussi à l'inverse, que quand on est dans un milieu modeste, où on pourrait se dire j'ai envie d'en sortir, d'aller plus haut, ça peut être un moteur aussi. Oui, ça peut être un moteur, mais si vous voulez, la façon dont le système est organisé fait que ça vous cantonne à votre situation et à votre origine. Ça, c'est le travail aussi des conseillers d'orientation, alors, dans les écoles. Oui, mais pas que. Effectivement, moi je comprends parfaitement. Il y a des élèves qui peuvent être issus de milieux défavorisés moi, c'est souvent ce que je dis aux élèves, ça suffit pas de travailler en fait. Oui, travailler, ça va permettre de réussir, mais quand finalement il faut aller faire telle immersion dans telle école qui est super, ça peut être Polytechnique, Super Héros, j'en sais rien, et qu'il faut finalement payer un billet de train pour y aller ou un logement, finalement peut-être que l'immersion on peut pas la faire. Donc il n'y a pas que le travail. Alors, bien évidemment, s'il n'y a pas de travail, là, c'est encore plus compliqué. Mais du coup, les élèves issus du modeste doivent redoubler d'efforts pour déjà sortir du lot. Et en plus de ça, ils ont des barrières qui sont financières, mais pas que. Il y en a. Mais les barrières financières, c'est l'un des vrai problème aussi, quoi. Ouais. D'accord. Je voudrais qu'on garde du temps pour aborder les solutions, parce qu'il faut avancer dans ce problème d'inégalité face à l'éducation, quand même. Et avant d'en parler, alors parmi les solutions, c'est intéressant, on est allé filmer, justement, vous y travaillez, vous, dans ce qu'on appelle des internats d'excellence qui permettent à des enfants qui peuvent avoir des difficultés sociales, familiales, financières, de s'épanouir dans leurs études. Donc, nous sommes allés à l'internat d'excellence Edgar Morin de Douai, où vous travaillez. Alors ici, nous sommes au lycée d'excellence Edgar Morin. Cet établissement est différent bien déjà parce qu'on a un internat et donc tous les élèves sont internes. On parle d'internat d'excellence. Alors la population scolaire, elle est très différente. En fait, on va avoir des élèves qui ont choisi de venir vivre leur scolarité de façon différente, avec une vie en communauté, une vie avec les autres. Et ensuite, on a des élèves qui rencontrent des difficultés sociales, familiales ou même de santé. On peut parler des troubles anxieux ou de phobies scolaires. Et donc, on va choisir de les scolariser dans l'établissement parce que le mode de prise en charge, il est particulier d'un autre établissement. Donc, c'est P2X égale 325. Eh bien, moi, je viens d'un petit village. J'ai grandi en famille d'accueil et on ne se rend pas compte, mais quand on arrive à l'ASE, on est des enfants très perturbés. On a eu des parents qui ne se sont pas bien occupés de nous. On a grandi dans un environnement pas stable. Donc déjà, c'est très perturbant. À l'école aussi, c'est perturbant. On est un peu isolé à l'écart. On n'est pas comme les autres enfants. Et donc, c'est très difficile de rentrer dans les codes de la société. Donc, c'est ce qui s'est passé. À l'école primaire, j'avais du mal à m'adapter. Et quand je suis arrivée dans mon collège de secteur, forcément, c'était les mêmes camarades. Et les mêmes camarades me laissaient de côté. Donc, oui, c'est ça. Donc, je vais écrire, avant d'écrire PN, moi, je viens d'un milieu, on va dire, un peu pauvre socialement, parce que mon village, c'est pas très élevé. Et j'ai beaucoup, la plupart, on va dire, ce qu'on appelle les cancres, qui sont pas forcément, ils sont souvent mis de côté parce qu'ils n'arrivent pas, mais c'est pas leur faute. Il y en a qui essayent, mais après, à la maison, il y en a plein qui sont aidés, on va dire, par leurs parents. Eux, ils sont pas aidés parce que leurs parents, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est juste qu'ils peuvent pas. Et moi, j'ai de la chance d'avoir un collège qui a, enfin, pas tous, mais il y en a quand même beaucoup aidé à aider ces élèves-là. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de discrimination. 500, 207. 6500, 207. Ça fait beaucoup là, non ?
Alors, dans l'établissement, on a 170 élèves répartis sur 9 classes. Donc, quand vous faites le calcul, on a des effectifs aux environs de entre 18 et 20 élèves. Donc, l'accompagnement réalisé par les enseignants, il est différent. On a différents lieux de vie mis à disposition des élèves pour leur permettre de mieux vivre leur scolarité et surtout donc de réussir. En fait, ils ont essayé, je trouve, d'adapter des lieux comme on pourrait être à la maison, entre guillemets. Genre, il y a un lieu de sport, un lieu de détente, un lieu de travail, un lieu... il y a plusieurs lieux et du coup, chaque élève peut faire un peu ce qu'il veut. Mais ouais, même le corps professoral, il est bien. On se sent vraiment écouté, en fait. On sent qu'on n'est pas mis de côté, on n'est pas délaissé. Au niveau des points positifs, je suis tout à fait d'accord. Il y a même des professeurs qui restent jusqu'à 19h, qui ne travaillent plus et qui restent juste pour nous. Non, franchement, c'est vraiment merveilleux. Je pense que je me serais jamais autant améliorée à l'école si j'avais été dans mon lycée de secteur. Suit une loi binomiale. Ce qu'on fait ici, on peut dire que ça fonctionne. Déjà, moi, je m'aperçois que les élèves sont heureux, donc on a du bien-être au niveau des élèves. Et puis, si on observe quand même la réussite au baccalauréat, l'an dernier, on a eu 97% de réussite, l'année précédente, 85%, donc on peut dire que ça fonctionne. Mais il faut savoir que ce mode de scolarisation ne correspond pas à tous les élèves parce qu'il faut faire le choix de l'internat. Et j'invite ceux qui en auraient besoin à postuler dans un internat d'excellence. Il y a plus de 300 internats d'excellence en France. Alors, il faut être clair, hein, pour y rentrer, c'est pas parce qu'on a des bons dossiers, des bonnes notes et tout, c'est vraiment sur motivation, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, souvent le mot excellence, il peut faire peur entre guillemets. C'est la différence entre l'élitisme et l'excellence. L'élitisme, c'est on a déjà choisi les meilleurs. Donc ça, c'est l'élitisme. L'excellence, idéalement, c'est on essaie de prendre tout le monde et les pousser à l'excellence. C'est ça l'idée. Effectivement, il y a un critère de motivation, mais il est quand même parfois dur à évaluer. Mais il y a surtout le critère de l'adhésion à l'internat. Alors, je précise deux petites choses. Les internats d'excellence, c'est quelque chose qui a été créé par Jean-Michel Blanquer, parce que oui, il a quand même eu des bonnes idées, enfin apparemment qu'une là. Mais vous avez dit quelques-unes. J'ai dit une. Ah, une. Donc et ensuite, il y en a pas 300 réellement. En fait, c'est très compliqué. En fait, moi, je suis allé sur le site de l'Éducation nationale, j'en ai vu 320. En fait, c'est ça. En fait, c'est mal fléché justement. Les internats comme celui-là, c'est-à-dire qu'ils sont uniquement un internat, il y en a à peine une dizaine. Ah, et en fait, merci de rétablir. Voilà. Et après, par contre, il y a des établissements qui ont parfois un pôle avec une dizaine, une quinzaine de chambres et qui devient du coup, enfin, ils sont fléchés dans l'excellence, mais tout l'établissement ne fonctionne pas comme ça. Celui-là, il est très particulier. Au passage, quand elle parle de 18, 20 élèves par classe, c'est pas du tout la réalité dans le reste de la France. Hein. On est plutôt sur 35. Ça paraît exceptionnel. C'est un vrai sujet. Ouais. Je n'irai plus sur le site de l'Éducation nationale pour m'informer. J'ai pas dit ça. Mais moi, je le dis. Non, mais c'est parce que, en fait, 18, 20 élèves, ça paraît exceptionnel, mais ça devrait pas l'être, en fait. Ça devrait être la normalité. C'est des conditions de travail qui sont vraiment géniales. C'est une solution, ça, hein, de réduire le nombre d'élèves par classe. Ce qui a été fait là récemment, de réduire le nombre d'élèves par classe dans la classe de CE1 ou la classe primaire, mais ça a été fait uniquement dans les quartiers prioritaires de la ville. Ça fonctionne. On a 12 élèves, pas plus. Et ça fonctionne. Mais ça, on sait, d'après les études, que ça fonctionne depuis le début des années 2000. Ça a été fait ailleurs. Donc, une solution, c'est réduire le nombre d'élèves par classe dans tous les quartiers où il y a une concentration d'enfants de milieu modeste. Parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais en plus de tout ce qu'on a raconté, on regarde, on constate qu'il y a une concentration des enfants de milieu modeste au sein des mêmes établissements. Et une concentration d'enfants de milieu favorisé au sein des mêmes établissements aussi, qui sont en général les établissements privés. Ah oui. Et donc, si on réduit le nombre d'élèves par classe, en particulier là où on a une concentration d'enfants de milieu modeste, on aura déjà des résultats. Mais il y a d'autres solutions. Hein. Alors, allons-y, les autres solutions. Parce que tout à l'heure, vous nous disiez, le problème, c'est surtout pour faire face pour affronter la sélection, il faut avoir les prérequis. Alors, c'est quoi vos principales solutions? Alors, ce qu'il faut, ça veut dire qu'il faut corriger les inégalités dès le plus jeune âge, puisqu'elles se transmettent principalement au sein des familles. Donc, ça veut dire qu'il faut scolariser les enfants le plus tôt possible. Et donc, dès ce qu'on appelle le pré-primaire. C'est quel âge? 2 ans. 2 ans. Vous dites qu'il faut les
scolarisés à 2 ans. Absolument. Et d'ailleurs, dans les régions où il y a le plus haut taux de diplômés du supérieur, dans l'ouest de la France, ça fait des années qu'on scolarise les enfants à la maternelle dès l'âge de 2 ans. Ça c'est une preuve, je veux dire, par l'expérience quasiment. C'est Bretagne, Pays de Loire, c'est ça, où on scolarisait très tôt. Absolument. Pour quelle raison d'ailleurs, je ne sais pas. Mais... Je dirais, il y a eu une espèce d'investissement dans l'éducation. Les parents considèrent que c'est important, c'est un vecteur de réussite. Okay. Et donc, on a développé cet accueil dès l'âge de 2 ans. Donc, il faut faire ça. Ça veut dire aussi donner un peu de sous à l'éducation primaire et pré-primaire. Sauf que ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Donc, il faudrait mettre des sous dans très jeunes. Alors, il faut mettre d'abord plus de sous, parce que globalement, on dépense beaucoup moins en moyenne dans l'éducation que nos voisins, nous, les pays de l'OCDE. Donc, globalement, plus. Globalement, ça ne va pas. Et surtout, on donne beaucoup d'argent au cycle secondaire, alors qu'il faut mettre l'argent au primaire et dans le pré-primaire. Mais ça fait 20 ans qu'on le dit, cette histoire-là. Hein. D'accord. Donc, scolariser jeunes, donner plus de sous, justement pour commencer plus jeune, primaire, pré-primaire, la mixité sociale. Oui. Parce que, alors, on entend souvent dire, bah non, moi, j'ai pas du tout envie que mon enfant, il soit avec un enfant qui vient d'un milieu modeste, parce que ça va lui diminuer le niveau. Ah oui, quoi. Alors, donc, voilà, idée reçue, pas du tout. Alors, ce que montrent les études depuis très longtemps, ce sont des effets de pair, parce que justement, les fameux prérequis culturels dont je parlais, qui ne sont pas enseignés à l'école, en fait, les enfants des milieux favorisés et défavorisés, si on les mélange avec des enfants de milieux favorisés, ils vont capter ces façons de se comporter, ces connaissances, ces prérequis-là. Donc, c'est important. Donc, eux vont mieux réussir, mais en même temps, ça ne va pas faire baisser le niveau d'éducation. Ça, c'est sûr, on le sait. Ah ben ça, on Dites-le à tous ceux qui... On le sait, on peut mélanger les enfants. Les enfants de milieux favorisés ne verront pas leur résultat scolaire baisser. D'accord. Bon, alors, ça pose quand même un petit problème, là, votre mixité sociale. C'est-à-dire qu'on sait aussi très bien, malheureusement, qu'il y a des quartiers où il y a les gens qui sont les moins favorisés, d'autres où ils sont plus favorisés. Comment vous déplacez les enfants la carte scolaire la carte scolaire, il faut modifier la carte scolaire, parce que ça rejoint quand même les questions d'inégalité de logement et d'aménagement du territoire. Ouais. Donc, il faut une carte scolaire, la réformer de manière à mélanger de manière beaucoup plus forte les élèves. Et puis, il faut peut-être aussi demander davantage de mixité sociale dans les établissements privés qui bénéficient aussi beaucoup de financement public. Un petit chiffre. Oui, parlons-en des établissements privés. Alors, ils concentrent effectivement les enfants de milieux favorisés. On a un indice de position sociale qui nous permet de déterminer ça, qui est publié par le ministère de l'Éducation nationale, donc il n'y a pas de doute sur la qualité des données. Donc on voit que les établissements privés concentrent massivement les enfants avec cet indice de position sociale les plus élevés, donc les enfants de milieux favorisés. Et évidemment, les établissements privés, ils reçoivent des financements publics. À peu près 73% en moyenne de l'ensemble de leurs dotations sont des financements publics, payés par vos impôts, par les collectivités, etc. Et donc, il serait normal, naturel, de demander en contrepartie de ces investissements publics, de leur demander d'avoir davantage de mixité sociale et donc d'accueillir davantage d'enfants de milieux modestes. Arrêtez de les financer. Ok, c'est passionnant tout ce que vous nous dites. Alors, pour conclure, une question, puisque tout ce que vous dites là, c'est argumenté. C'est scientifiquement argumenté. Donc, j'imagine quand même qu'au ministère de l'Éducation nationale, ils le savent. Pourquoi ils ne le font pas? Alors, il y a mieux que ça. On a 30 secondes. Ouais, mais il y a mieux que ça. Il y a la DEF, qui est le service statistique de l'Éducation nationale, qui publie des notes. C'est moi, c'est mon fournisseur officiel de statistiques. Hein. Donc, ils le savent. Oui, mais on veut tous, je crois, dans un pays que le niveau éducatif progresse. Donc, pourquoi c'est pas fait? Alors d'abord parce que ça veut dire réformer de manière conséquente le système, ça veut dire investir de l'argent, et j'ai l'impression que ça fait peur dès qu'on commence à dire réforme, ce qui est idiot, parce qu'il y a des pays qui ont réformé massivement leur système éducatif dans les années 2000, l'Allemagne, le Portugal, la Pologne, en justement axant leur politique sur l'aide aux enfants de milieu, aux familles de milieux modestes et aux enfants de milieux modestes. Donc ils ont fait des politiques d'éducation ciblées sur ces enfants pour les accompagner dans leurs apprentissages. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, au final, le niveau global d'éducation et les performances scolaires de l'ensemble des élèves dans le pays ont augmenté, et eux, ils montent dans les classements pendant que nous, on dégringole. Très bien, merci beaucoup pour vos explications, et puis on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Et on va